La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Nous arrivons à la station du solstice d'été. C'est le premier jour de l'été, le jour le plus long de l'année. C'est le moment où la moitié nord de la Terre se penche le plus vers le Soleil. Le Soleil s'est formé par la condensation d'un nuage interstellaire fait de gaz et de poussière. De plus en plus de matière s'est condensée au centre de cette masse en rotation. La sphère centrale s'agrandit, sa force d'attraction augmente et attire encore plus de matière jusqu'à ce que toute la matière de cette région de la galaxie se trouve agglutinée, collée en cette sphère. Toute la matière, sauf 1/1000, les planètes, 9 petites sphères qui tournent autour de notre Soleil. Mais 999 millièmes de la masse du système solaire, c'est le Soleil à lui tout seul. Et le système solaire, finalement, c'est le Soleil et des poussières. Les planètes, y compris la Terre, ne rayonnent pas. Elles ne font que refléter la lumière du Soleil. Le rayonnement du Soleil apporte à chaque mètre carré de la Terre l'énergie d'une douzaine d'ampoules de 100 watts. Le Soleil rayonne chaleur et lumière depuis plus de 4 milliards d'années. Comment fait-il? Il est très grand. Son diamètre, 100 fois la Terre. Son volume, 1 million de fois la Terre. Sa masse, 300 000 fois la Terre. À cause de cette masse énorme, les pressions au centre font monter la température à 14 millions de degrés et provoquent des réactions nucléaires permanentes. Le Soleil est une sorte de réacteur nucléaire. Son combustible est l'hydrogène, l'atome le plus simple de l'univers. Il n'a qu'un seul électron. À la suite de fusion nucléaire, les atomes d'hydrogène deviennent des atomes d'hélium en dégageant une énergie énorme. Cette énergie se propage vers la surface du Soleil et rayonne dans l'espace. Le Soleil nous envoie des rayons de toutes sortes, des particules électromagnétiques, des rayons de lumière, mais surtout de la chaleur. En 1 heure, le Soleil fait fondre une plaque de glace de 1 cm d'épaisseur. Mais le Soleil ne rayonne pas uniquement vers la Terre, il rayonne tout autour de lui. C'est donc une immense sphère de glace de 1 cm d'épaisseur que le Soleil pourrait faire fondre en 1 heure. Si on comprimait cette sphère, ça donnerait un bloc de glace d'1 kilomètre que le Soleil ferait fondre en 1 heure. Sur les planètes plus proches du Soleil, Mercure et Vénus, il fait plus chaud. Posé sur Mercure, notre bloc fondrait en quelques minutes. Le rayonnement du Soleil diminue avec la distance. Dans l'environnement de Saturne, moins 200 degrés. Ces anneaux sont en fait des blocs de glace. Sur Jupiter, moins 160 degrés. Sur Mars, moins 60 degrés. La Terre a la bonne distance, bien tempérée à 17 degrés pour l'évolution d'êtres vivants adaptés à cette température. Vous en faites partie. Le jour du solstice, c'est le premier jour de l'été. C'est le jour où le Soleil est le plus haut dans le ciel. Le jour où il décrit sa plus longue trajectoire. Le jour le plus long de l'année. En hiver, quand le Soleil est bas, les rayons du Soleil pénètrent loin dans la pièce. Puis de jour en jour, les rayons du Soleil entrent par la fenêtre avec un angle de plus en plus vertical, au fur et à mesure que le Soleil a grimpé plus haut dans le ciel. Vu de l'espace, voilà ce qui se passe. Comme la Terre est penchée à 23 degrés vers le Soleil, au pôle Nord et jusqu'à 23 degrés du pôle, le Soleil ne se couche pas.
Cette ligne, c'est le cercle polaire. 24 heures de soleil le jour du solstice d'été. S'il fait beau, là-haut dans le nord. Par contre, au tropique, à 23 degrés de l'équateur, tout autour de la Terre, le long de ce 23e parallèle, le soleil, à midi, se trouve à la verticale. Le 23e parallèle, c'est la ligne imaginaire qui passe en Floride, aux îles Hawaï, à Hong Kong ou à Swan. Ce 23e parallèle, c'est le tropique du Cancer, parce que le Soleil, dans cette position du solstice d'été, nous apparaît devant la constellation du Cancer. Le 23e parallèle est l'endroit où le Soleil, le jour du solstice, tape à la verticale. Et à Assouan, en Égypte, dans l'Antiquité, on avait remarqué qu'au jour du solstice, le Soleil éclairait le fond d'un puits. Le Soleil se trouvait donc à la verticale d'Assouan. Le mathématicien Ératosthène vivait à Alexandrie, 800 km au nord d'Assouan. Le jour du solstice, il mesura l'ombre d'une colonne. Le Soleil se trouvait à un peu plus de 7 degrés de la verticale. Ératosthène en déduisit la taille de la Terre. Voici son calcul. La Terre est ronde, 360 degrés. 7 degrés, c'est environ un 50e du cercle. Pour avoir un cercle complet, il faut multiplier cet angle par 50. Par conséquent, la distance Assouan-Alexandrie, 800 km, il faut la multiplier par 50 pour avoir le tour complet de la Terre. 800 km multiplié par 50, 40 000 km. C'est bien la circonférence de la Terre telle qu'on l'a mesurée 2 millénaires plus tard. 7 degrés, 1/50e du cercle, 800 km multiplié par 50 égale 40 000 km. Le compte est bon. Mais au cours des siècles, on a complètement oublié ce raisonnement simple. Et quand Christophe Colomb voulut trouver une nouvelle route des Indes, il dut recommencer à zéro et convaincre ses commanditaires des dimensions de la Terre. Nous venons de passer la station du solstice d'été. Pour la moitié nord de la Terre, c'est le jour le plus long de l'année. Au cercle polaire, le Soleil est resté 24 heures au-dessus de l'horizon. L'axe de la Terre est incliné de 23 degrés. Le cercle polaire se trouve à 23 degrés du pôle, donc juste frôlé par le Soleil. Par contre, au cercle polaire sud, à 23 degrés du pôle sud, le Soleil ce week-end ne s'est pas levé du tout. Même à midi, il reste sous l'horizon. Les jours se raccourcissent en Nouvelle-Zélande et dans le sud de l'Argentine. Les saisons sont inversées. Les rayons du soleil qui arrivent à angle oblique chauffent moins. C'est l'hiver. Dans 6 mois, la Terre sera à l'autre bout de son orbite. Le 21 décembre, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère sud, qui maintenant est orienté vers le soleil. À midi, le Soleil se trouve à la verticale du 23e parallèle sud, à la verticale du tropique du Capricorne. Pourquoi Capricorne? Parce qu'à ce moment-là, le Soleil apparaît dans la direction de la constellation lointaine du Capricorne. Pour le moment, pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est le début de l'été. Au pôle Nord et jusqu'au cercle polaire, le jour du solstice, 24 heures de soleil, pas de nuit. Et dans les régions du nord qui ne sont pas trop éloignées du cercle polaire, les nuits avant et après le solstice sont les nuits blanches. À Saint-Pétersbourg, Stockholm, Oslo, Copenhague, Hambourg, Berlin, Londres, Calgary. Dans cette partie nord du globe, le soleil ne descend que peu sous l'horizon. La lueur du soleil reste visible et semble glisser de l'ouest au nord, puis vers l'est. Après le coucher du soleil, il reste une lueur qui glisse lentement le long de l'horizon. Vers minuit, cette lueur est au nord, elle continue vers l'est où très tôt le matin, le soleil se lève. Dans une zone légèrement plus au sud, où se trouvent Paris, Winnipeg ou Vancouver,
Cette lueur de nuit blanche reste visible jusqu'à minuit et réapparaît vers 3 heures du matin. À peine plus au sud, à Orléans, Zurich ou Montréal, la partie nord de la Terre monte trop haut au-dessus du Soleil et nous empêche de voir sa lueur. À cette latitude, pas de nuit blanche. La lumière dans laquelle et grâce à laquelle nous vivons vient du Soleil. Nos yeux perçoivent cette lumière comme blanche, mais si nous la décomposons, elle révèle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette lumière que nous voyons n'est qu'une faible partie des rayons que le Soleil émet dans l'espace. Au-delà du violet, le Soleil émet des rayons que nos yeux ne peuvent plus voir, ce sont les rayons ultraviolets. Puis les rayons X, qui grâce à leur très haute fréquence peuvent pénétrer certaines matières, comme vos muscles et vos poumons. Puis les rayons gamma, émis aux endroits où la surface du Soleil est la plus chaude. À droite, le spectre de la lumière visible est limité par le rouge. Mais le Soleil émet des rayons que nos yeux ne peuvent pas voir, des rayons infrarouges. Puis les micro-ondes, oui, les mêmes que vous utilisez pour réchauffer vos surgelés, et des ondes à fréquence basse qui sont comme des ondes radio. Pour étudier le Soleil, il faut le scruter au-delà des rayons visibles. Alors que les étoiles lointaines se cachent en nous envoyant trop peu de lumière, le Soleil nous éblouit pour garder son mystère. Ne nous en plaignons pas. Nos yeux sont réglés de manière optimale pour y voir clair de jour et de nuit sur notre vaisseau Terre. C'est exactement ce qu'il nous faut. Attention, vous ne devez jamais regarder le Soleil sans protéger vos yeux. Des lunettes noires ne suffisent pas. Les verres fumés à la chandelle non plus. Pour observer le Soleil, achetez-vous des petits filtres solaires. Ce n'est pas cher. Ou projetez l'image du Soleil à travers des jumelles sur une feuille blanche. Vous verrez les taches solaires. Ce sont des trous dans l'enveloppe gazeuse du Soleil. Elles marquent l'endroit des éruptions. Vous pouvez suivre la rotation du Soleil en repérant de jour en jour les positions des taches solaires. La tache qui aujourd'hui est ici, sera ici demain. Les taches solaires nous servent de repères pour voir que le Soleil tourne sur lui-même. Mais elles nous aident aussi à voir le Soleil en 3 dimensions. Des taches voisines se rapprochent l'une de l'autre quand elles arrivent au bord du disque solaire, parce que justement ce n'est pas un disque, mais une sphère, une énorme boule de gaz. En suivant une tache solaire, vous pouvez aussi vous rendre compte de la dimension de notre système Terre-Lune. Le Soleil est si grand qu'il pourrait largement contenir la Terre et la Lune avec toute son orbite. La Lune fait un tour d'orbite en 4 semaines, comme cette tache qui nous montre la rotation et qui fait le tour du Soleil en 4 semaines. Tout le système Terre-Lune n'est donc pas plus grand que cette étoile nommée Soleil. Les taches deviennent plus nombreuses tous les 11 ans. En ce moment, le Soleil est dans une période calme. Le prochain maximum, c'est pour 2002. Ce sera la plus grande prolifération de taches depuis leur découverte par Galilée il y a 400 ans. Les taches nous montrent aussi le mouvement de la Terre. Si le matin vous repérez cette tache solaire ici, le soir, vous la retrouverez là. Ce n'est pas le Soleil qui a basculé pendant la journée, c'est la Terre. Le matin, le Soleil apparaît sous cet angle-ci. La Terre tourne, pendant la journée, le Soleil semble traverser le ciel. Le soir, il apparaît sous cet angle-là. Le Soleil n'a pas bougé, c'est nous qui le regardons sous un angle différent. Le matin, comme ça, le soir, comme ça. Tous les jours, avec ou sans tache solaire, vous pouvez voir le mouvement de bascule de la Terre. Au lever du Soleil, la Terre se tourne vers le Soleil, et le soir, la Terre couvre le Soleil. Nous sommes ici, et nous atteindrons la station équinoxe d'automne dans 12 semaines. C'est vrai, la Terre tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse.
Au premier jour de juillet, nous passons au point le plus éloigné du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si chaud? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil n'est pas si grande. Il y a une différence bien plus importante. La Terre ne se déplace pas droite, mais légèrement en biais. L'axe de la Terre est incliné. En ce moment, l'hémisphère nord est penché vers le Soleil. Les jours sont longs, les nuits sont courtes. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. En hiver, un rayon de soleil comme celui-ci nous arrivait en biais. Son énergie s'étalait sur une grande surface. On avait froid. Aujourd'hui, ce même rayon de soleil frappe le sol à un angle plus droit. Son énergie est concentrée sur une surface plus petite, ça chauffe. En hémisphère nord, c'est l'été. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Nous avons des saisons parce que l'axe de la Terre est incliné. La Terre voyage sur une orbite en forme d'ellipse. Mais cette ellipse ne dévie d'un cercle parfait que de 2/100. Peut-on se rendre compte d'une si petite déformation? Oui, si une éclipse totale a lieu en juillet. Normalement, vu de la Terre, Soleil et Lune apparaissent de la même taille, alors qu'en réalité le Soleil est beaucoup plus grand. Par un hasard extraordinaire, le Soleil, 400 fois plus grand que la Lune, est également 400 fois plus éloigné. Ainsi, la Lune apparaît de la même taille que le Soleil et le couvre exactement. Mais au mois de juillet, quand la Terre est plus éloignée, le Soleil apparaît plus petit que la Lune. S'il y a éclipse, et si en même temps la Lune est proche de la Terre, la Lune couvre le Soleil largement. L'ombre de la Lune est plus large, et le Soleil met donc plus longtemps pour émerger de l'autre côté. Ce sont les éclipses les plus longues. Le 11 juillet 1991, le Soleil, dans sa position éloignée de la Terre, était caché derrière la Lune pendant presque 7 minutes. C'était l'éclipse du siècle. Le Soleil plus petit que la Lune démontre qu'en été, la Terre est plus éloignée du Soleil. L'excentricité de notre orbite nous concerne tous. Comme toutes les planètes, la Terre avance plus vite sur son tronçon proche du Soleil, plus lentement sur le tronçon éloigné. En décembre-janvier, la Terre, en s'approchant légèrement du Soleil, s'est accélérée. En s'éloignant du Soleil, la Terre ralentit comme un train qui monte une côte. Le Soleil proche l'attire davantage. En ce moment, la Terre avance donc plus lentement. Elle prend du retard. Pour parcourir cette moitié été de son orbite, elle mettra 6 jours de plus que pour la moitié hiver. Équinoxe de printemps 20 mars, équinoxe d'automne 23 septembre, 3 jours de plus. Regardez vos calendriers. Cette moitié été, de mars à août, contient 4 longs mois de 31 jours, alors que la moitié hiver, de septembre à février, est raccourcie par le petit mois de février avec seulement 28 jours. Ça fait encore 3 jours de plus. Nous arriverons donc à cette station équinoxe d'automne avec 6 jours de retard. Avec cette Terre qui circule à vitesse variable et nos montres qui donnent un temps régulier, il y aura certainement des décalages. Vous pouvez les voir. Prenez des repères chez vous, notez où le Soleil se couche. Le jour du solstice d'hiver, le Soleil se couche ici. Le jour du solstice d'été, ici. Chaque année, au fur et à mesure que les jours s'allongent puis raccourcissent, le Soleil fait un aller-retour. Et à chaque coucher de soleil de printemps correspond un coucher de soleil d'automne. À l'équinoxe de printemps, le Soleil se couche ici, à 20h. À l'équinoxe d'automne, au même endroit, à 20h également. Tout va bien. Mais 40 jours avant et après l'équinoxe, les choses se passent différemment. 40 jours avant l'équinoxe, en février, le Soleil se couche ici, à 19h. Et 40 jours après l'équinoxe, en novembre, ici, exactement au même endroit,
et à la même heure. Et non, une demi-heure avant, à 18h30. Pourquoi au même endroit, mais pas à la même heure? Parce qu'en automne, la Terre a pris du retard et que nos montres indiquent une avance. Le soleil se couche au même endroit qu'au jour correspondant du printemps, mais nos montres lui donnent une demi-heure d'avance. Notre vitesse de croisière moyenne est de 107 000 km/h. En ce moment, la Terre avance plus lentement, parce que sur son orbite elliptique, elle passe au plus loin du Soleil, et notre vitesse n'est que de 105 000 km/h. Alors qu'en hiver, quand la Terre est accélérée par la force gravitationnelle du Soleil, nous voyageons à 110 000 km/h. S'il n'y a pas une grande différence, c'est que notre ellipse est presque un cercle, à peine étiré de 2%. Sur son orbite beaucoup plus elliptique, la comète Halley, qui nous visite tous les 76 ans, s'accélère pendant son passage près du Soleil à 200 000 km/h, le double de la Terre. Puis quand elle retourne vers la région lointaine de Neptune, elle ralentit à 3600 km/h, 30 fois plus lent que la Terre. Sur une ellipse aussi elliptique, on peut s'imaginer que le Soleil, en quelque sorte, jette au loin la comète qui, à mi-parcours, ralentit pour retomber vers le Soleil. Si vous jetez une balle en l'air, elle accélère sur une trajectoire étroite, ralentit, s'arrête et retombe. La Terre, elle, est en chute permanente vers le Soleil. Mais pas de panique. Sur cette trajectoire presque circulaire, les forces centrifuges nous maintiennent solidement, tous sur orbite. C'est un voyage réel, en temps réel. Pendant que vous regardez ces images, vous foncez à travers l'espace à 107 000 km/h, 30 km chaque seconde. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station équinoxe d'automne en 11 semaines. Tous les 20 mois environ, Vénus brille le soir, juste après le coucher du soleil. En 99, en été. En 98, Vénus n'est visible que le matin. Vénus circule sur l'orbite intérieure voisine de la nôtre. Vénus est une planète intérieure entre la Terre et le Soleil. Elle ne s'écarte donc jamais beaucoup du Soleil. Vous le voyez, elle va plus vite que nous. 8 mois pour faire un tour complet du Soleil, nous, sur la Terre, 12 mois. Nous la voyons parfois à droite du Soleil, et puis quelques mois après, à gauche du Soleil. Et là, elle est visible le soir. Tant que vous regardez Vénus à l'œil nu, vous voyez un petit point lumineux comme les autres planètes et les étoiles. Mais avec des jumelles très puissantes ou avec un télescope, vous serez étonné. Vous verrez Vénus comme un croissant de lune. Pourquoi? Comme Vénus est plus proche du Soleil, nous la voyons éclairée de côté, comme la demi-lune. Les soirs de juillet 99, vous pouvez bien voir Vénus, notre planète sœur. Ces soirs-là, juste après le coucher de soleil, le système solaire se présente en un bel alignement. De gauche à droite, Mars, la Lune, Vénus, Mercure s'il n'y a pas de brume, et le Soleil que l'on devine juste en dessous de l'horizon. Toutes les planètes solides du système solaire réunies devant vos yeux, faciles à repérer grâce à la Lune. Un mois auparavant, la Lune nous a déjà présenté un tel alignement. Sauf que Mercure était à droite du Soleil, sous l'horizon. Voilà ce qui s'est passé entre-temps. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a parcouru le tiers de son orbite pour venir se placer entre le Soleil et Vénus. Vénus, la Terre et Mars ont continué leur périple. Vénus un peu plus vite, Mars un peu plus lentement que nous. La Lune, toute proche de la Terre, semble faire partie de ce club de planètes qui sont pourtant 600 fois plus éloignées. Cet alignement vous montre bien le plan dans lequel les planètes et la Terre circulent autour du Soleil.
Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars et la Terre nous permettent en un coup d'œil de voir la moitié du système solaire. Au printemps 99, d'une semaine à l'autre, la planète Vénus devient de plus en plus visible dans le ciel du soir. Pourquoi ? Tous les jours, pendant que le Soleil traverse le ciel, il est suivi de Vénus, invisible dans le ciel bleu. Quand Vénus suit le Soleil de très près, le soir le Soleil passe sous l'horizon et Vénus, tout de suite après, passe également sous l'horizon. Vénus reste donc invisible. Puis Vénus se décale de plus en plus à gauche du Soleil. En suivant le Soleil avec ce plus grand décalage, Vénus traverse le ciel 1 heure plus tard. Au coucher du Soleil, Vénus a le temps de briller encore 1 heure avant de passer également sous l'horizon. Vénus est si brillante que vous pouvez parfois l'apercevoir en plein jour, là où l'air est très pur, dans le désert, en montagne ou si vous prenez l'avion. Pourquoi Vénus est-elle si brillante ? Elle est près de nous. Elle apparaît donc plus grande que d'autres astres plus éloignés. La planète Jupiter est plus éloignée, moins brillante. Vénus, comme Jupiter, comme toutes les planètes, ne rayonne pas. Elle nous renvoie la lumière du Soleil. Elle nous en renvoie même beaucoup. Car Vénus est plus près du Soleil que nous et reçoit un rayonnement plus fort. Mais aussi parce qu'elle est recouverte d'une épaisse couche de nuages blancs qui réfléchissent intensément les rayons du Soleil. Cette brume nous cache la surface de Vénus. Ce sont les radars des sondes spatiales qui nous révèlent ces montagnes et vallées vénusiennes. Il y fait une chaleur à fondre le plomb. L'atmosphère très dense empêche la chaleur accumulée par Vénus de s'échapper vers l'espace. C'est l'effet de serre. Sur la Terre aussi, nous connaissons l'effet de serre. Notre atmosphère, moins que celle de Vénus, freine le rayonnement de la chaleur vers l'espace et nous protège de trop violentes fluctuations de température entre jour et nuit, entre été et hiver. Sur Vénus, il n'y a ni été ni hiver. Les rayons du Soleil frappent toujours sous le même angle, car l'axe de Vénus se dresse presque droit sur son orbite. Sous les nuages, les Vénusiens, s'il y en avait, ne verraient jamais ni les étoiles, ni leur planète voisine, la Terre. Mais Vénus a aussi une autre particularité. Vénus tourne en sens inverse de toutes les autres planètes, et très lentement. La Terre met 24 heures pour une rotation autour de son axe. Jupiter, 10 heures. Vénus, 8 mois. Légèrement plus qu'elle met pour faire le tour du Soleil. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'atmosphère dense qui entoure Vénus a subi un effet de marée, semblable à la marée des océans qui entourent la Terre. La force d'attraction du Soleil attire l'atmosphère de Vénus en un bourrelet de marée. Ainsi déformée, Vénus a ralenti sa rotation. Résultat, le Soleil a plus de temps pour chauffer cette partie de l'atmosphère, qui, en se dilatant, renforce encore l'effet de marée, donc le ralentissement. Et tous ces effets se cumulent jusqu'à ce que la rotation soit quasiment arrêtée et même légèrement inversée. Un phénomène mystérieux se produit chaque fois que Vénus et la Terre se rapprochent au plus près. À chaque rencontre, tous les 20 mois, c'est le même méridien de Vénus qui pointe vers la Terre. Peut-être est-ce un hasard. Mais si c'était une sorte de résonance planétaire entre la Terre et notre voisine Vénus. Pensez-y le soir quand vous la verrez. Nous sommes ici. La Terre fait route du solstice d'été vers l'équinoxe d'automne. La pleine lune se lève à l'est, juste quand le soleil se couche à l'ouest. Vers 11h minuit, vous verrez qu'elle n'est pas montée très haut dans le ciel, alors que ces jours-ci, le soleil, à midi, monte encore très haut. En hiver, le soleil passera bas dans le ciel, aussi bas que la pleine lune passe en été.
Vue par un extraterrestre, la Lune est bien en face du Soleil, à peu près dans le même plan dans lequel évoluent la Terre et les planètes. Comme l'axe de la Terre est incliné, voici ce que nous voyons en été. Le Soleil apparaît haut dans le ciel. La nuit, nous regardons dans cette direction, et voilà que la pleine Lune apparaît bas, près de l'horizon. De jour, le Soleil haut comme ça. De nuit, la Lune bas comme ça. En hiver, ce sera le contraire. La Terre sera ici, la moitié nord détournée du Soleil. En hiver, dans cette perspective, le Soleil passera bas dans le ciel et la pleine Lune haut dans le ciel. Chacun son tour. Le Soleil, après avoir grimpé tous les jours plus haut dans le ciel, commence à redescendre. Si vos fenêtres donnent vers le sud, vous verrez qu'aujourd'hui, à midi, le Soleil est encore haut dans le ciel. Ses rayons n'éclairent le sol que près de la fenêtre. En été, ce n'est pas la fenêtre, c'est le toit de la maison qui fait face au Soleil. Vu de l'espace, voilà ce que ça donne. Le Soleil éclaire le toit. Puis au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la moitié nord se détournera de plus en plus du Soleil. C'est ce mouvement de bascule de la Terre qui modifie l'angle des rayons du Soleil. En hiver, les rayons, sous un angle plus oblique, pénétreront plus loin dans la pièce. Le Soleil sera plus bas sur l'horizon et traversera le ciel sur une trajectoire de plus en plus basse. Au solstice, le Soleil à midi était à la verticale du 23e parallèle. À l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, il sera descendu à la verticale de l'équateur. Mais jusque-là, nous avons encore plus de 200 millions de kilomètres à parcourir. Vous savez tous que la Terre est ronde, mais c'est en vacances, au bord de la mer, que vous pouvez vous en rendre compte. Debout au bord de l'eau, vous regardez l'horizon, rien n'arrête votre vue, vous avez l'impression de voir à l'infini. Vous vous trompez. L'horizon, à cause de la courbure de la Terre, n'est qu'à 5 km. Vous déjeunez sur une terrasse à 10 mètres au-dessus de la mer, l'horizon maintenant se trouve à 11 km. Un paquebot arrive du large. Vous en apercevez d'abord les cheminées, car la coque est cachée par la courbure de la Terre. Le paquebot se trouve à 2 fois 11 km, 22 km. Il est derrière l'horizon. En s'approchant, il semble émerger de la mer. Il monte de plus en plus vers la crête de ce monticule qui, en fait, est la courbure de la Terre. Vous montez sur une falaise, altitude 100 mètres. L'horizon que vous voyez se trouve alors à 35 km. En montagne, on voit plus loin. Le Mont Blanc est visible à 200 km. Et si vous le contemplez d'une autre montagne, ça porte votre regard à 400 km. Paradoxalement, 5 km seulement au bord de la mer. L'horizon dégagé, mais plus proche, limite notre vue et révèle ainsi la courbure de la Terre. Presque un mois après le jour le plus long, le soleil se couche quelques minutes plus tôt. Pourquoi le soleil couchant vire au rouge ? La lumière du soleil est blanche, mais ce que nous percevons comme blanc est en fait le mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du violet au rouge. Avant de nous atteindre, la lumière doit traverser l'atmosphère. L'atmosphère agit comme un filtre qui absorbe une partie de la lumière, surtout du côté violet, alors que les rayons orange et rouge passent mieux. À midi, les rayons du soleil traversent l'atmosphère sur un trajet court. L'effet de filtrage reste faible, la lumière reste blanche. Le soir, les rayons arrivent en biais. À cet angle, la couche d'atmosphère à traverser est plus épaisse, l'effet de filtrage est plus important, toutes les couleurs sont absorbées, sauf le rouge. Plus le soleil descend, plus nous le voyons à travers l'atmosphère, plus il apparaît rouge. Au fur et à mesure que le soleil descend, il semble se déformer, s'aplatir. C'est encore un effet de l'atmosphère.
qui non seulement filtre les couleurs, mais dévie les rayons de lumière. L'épaisseur de l'atmosphère déforme le disque solaire pour le dilater en ovale. Quand en plus les vents et les températures perturbent l'atmosphère, nous voyons un soleil déchiré. Le soleil se couche 1 minute plus tôt que la veille. Mais quand vous regardez le soleil se coucher, il n'est plus là. Depuis 8 minutes déjà, le soleil est sous l'horizon. 8 minutes, c'est le temps que met la lumière pour parcourir la distance du soleil à la Terre. Les particules qui transportent la lumière voyagent à 300 000 km par seconde. C'est la vitesse maximum absolue. Rien dans l'univers ne peut aller plus vite que la lumière. Dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas conscients de la vitesse de la lumière. La lumière nous paraît quelque chose d'instantané. Nous voyons même des lumières lointaines en même temps qu'elles s'allument. Dans le système solaire, le clair de lune nous arrive en 1 seconde. Mais la lumière des étoiles de la constellation Orion met des siècles pour arriver jusqu'à nous. Imaginons qu'on regarde Orion, non pas de la Terre, mais d'un autre endroit dans l'univers. Là, vous voyez que ces étoiles se trouvent à des distances très différentes. Vous les voyez comme elles étaient à des époques lointaines, des siècles, des millénaires, des images décalées dans le temps. Les étoiles, vous les voyez en différé. Le Soleil, vous le voyez en direct. Le système solaire est à votre portée. Nous sommes ici. La Terre avance à 107 000 km/h, 30 km par seconde. Et nous atteindrons l'équinoxe, le début de l'automne, dans 9 semaines. La Terre est magnétique. C'est comme un énorme aimant. Son champ magnétique a 2 pôles situés près du pôle Nord et du pôle Sud. Les aiguilles de nos boussoles s'orientent vers ces pôles, dirigées par les lignes de force du champ magnétique de la Terre. Nous ne voyons pas ce champ magnétique, tant que rien ne vient le perturber. Mais à 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil ne cesse d'émettre des particules dans l'espace. C'est le vent solaire. Le Soleil tourne, les particules s'en éloignent en spirale à une vitesse qui, au bout de 5 jours, les fait arriver près de la Terre. Ces particules heurtent le champ magnétique de la Terre, elles sont déviées. Lorsque le flux est intense, les particules suivent les lignes de force magnétique, elles pénètrent le champ magnétique, perturbent nos communications radio et téléphone et atteignent souvent nos zones polaires. Là, elles provoquent des réactions spectaculaires, les aurores boréales. Mais pendant ce temps-là, chez nous, il fait chaud. C'est la canicule. Mais que veut dire canicule? C'est le nom de cette constellation. Caniculum, le petit chien. Ce groupe d'étoiles apparaît près des constellations des Gémeaux et du Cancer, qui sont des constellations du zodiaque. Cette toile de fond imaginaire qui nous sert de repère pour situer les planètes et le Soleil. La semaine dernière, le Soleil était encore devant la constellation des Gémeaux. Il se dirige vers le Cancer. Le petit chien est en dessous. Vu de la Terre, le Soleil est près de la constellation du petit chien. C'est la canicule. Mais attention, ce n'est pas le Soleil qui bouge. C'est la Terre qui file sur son orbite et le Soleil semble se déplacer devant le zodiaque. Ce n'est que maintenant, à la canicule, qu'il fait le plus chaud. Pourtant, le Soleil était au plus haut il y a 1 mois, au solstice. Mais il met du temps pour réchauffer l'énorme masse d'air de notre atmosphère. Et encore plus longtemps pour réchauffer la mer pour votre baignade.
En ces jours de canicule, nous sommes particulièrement conscients du rayonnement du Soleil. Ce rayonnement donne à la Terre les conditions exceptionnelles qui ont permis à la vie d'évoluer. Ces conditions dépendent d'un équilibre très délicat entre les rayons que la Terre absorbe et ceux qu'elle réfléchit dans l'espace. Les surfaces claires réfléchissent la lumière, les surfaces sombres l'absorbent. Les calottes polaires sont blanches, les nuages sont blancs. Là où la Terre est blanche, elle réfléchit la plus grande partie du rayonnement dans l'espace. Par contre, là où la Terre a des couleurs sombres, les forêts et les mers profondes, elle absorbe beaucoup de rayonnement et en réfléchit peu. Au total, la Terre n'absorbe que 2/3 du rayonnement. C'est insuffisant. Il ferait trop froid, la température ne serait que de -18 degrés. Ce qui nous sauve, c'est l'effet de serre. Les nuages et l'atmosphère laissent passer des rayons infrarouges qui chauffent. Mais surtout, ils empêchent cette chaleur de s'échapper vers l'espace. Grâce à cet effet de serre, nous avons une température moyenne de 17 degrés et un climat stable. Et la pollution? Cela pourrait renforcer l'effet de serre. Mais son influence sur le climat n'est pas certaine. Dans notre atmosphère, riche en oxygène, ce rayonnement maximum du Soleil entraîne la formation de l'ozone. Il y a l'ozone utile et l'ozone nocif. À basse altitude, surtout par forte chaleur, l'oxygène mélangé au gaz carbonique produit l'ozone, qui est nocif quand nous le respirons. À haute altitude, par contre, l'ozone est un filtre actif qui absorbe les rayons ultraviolets dont le Soleil nous bombarde. Sans ce filtre protecteur, nous serions cuits, brûlés et stérilisés par les rayons ultraviolets. Dans la couche d'ozone qui nous protège, on a constaté des trous, surtout au-dessus du pôle sud. On ne sait pas encore s'il s'agit de fluctuations périodiques naturelles ou d'une destruction progressive. Par prudence, on limite l'utilisation des substances qui pourraient nuire à la couche d'ozone, surtout le chlore des aérosols. L'ozone a donc 2 effets différents. Causé par le gaz carbonique, l'ozone est nocif dans l'air que nous respirons. Mais en haute altitude, l'ozone est utile, vital quand on s'expose aux rayons du Soleil. Ces rayons qui nous menacent, mais qui en même temps nous tiennent en vie. Ce Soleil qui nous réchauffe et en cette saison nous surchauffe, continuera-t-il éternellement à nous prodiguer son énergie ? Éternellement, non, mais suffisamment pour l'espèce humaine. Pour rayonner depuis 4,5 milliards d'années, le Soleil consomme sa propre substance, hydrogène et hélium. Et dans quelques milliards d'années, ça sera fini. La Terre ne périra pas de froid, au contraire. Avant de s'éteindre, le Soleil se dilatera jusqu'à envahir l'orbite des proches planètes. La Terre sera complètement brûlée, son atmosphère et ses océans s'évaporeront. Mais nous ne serons plus là depuis bien longtemps. La vie telle que nous la connaissons se déroule dans des laps de temps beaucoup plus brefs. Si les 4 milliards d'années de la Terre étaient 1 an, ce n'est qu'en décembre, à la toute fin de cette année, que la vie serait sortie des mers pour s'installer sur les continents. Quant à l'espèce humaine, nous avons fait notre première apparition le 31 décembre. Un quart d'heure avant minuit. Toute l'histoire de l'humanité n'est donc qu'un bref instant dans les dimensions de l'univers. Le Soleil, lui, tiendra encore bien 4 milliards d'années. Coincés entre un passé et un futur infiniment plus grand que nous, accordons d'autant plus de valeur au présent. Nous sommes ici, entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne que nous atteindrons dans 8 semaines. Dans les villes, la pollution de lumière nous empêche de plus en plus de voir le ciel. Même par beau temps, on ne peut y voir que les planètes brillantes, Vénus et Jupiter, et parfois Mars.
Et parmi les étoiles, la plus brillante, Sirius, visible le soir, surtout en hiver. Ou la constellation Orion. Et bien sûr, les étoiles près du zénith, la Grande Ourse, l'étoile polaire, plus éloignées de l'horizon éclairé. Loin des villes, en vacances, choisissez un endroit à l'abri de toute lumière. Et là, à partir de 11 h, vous pouvez voir notre galaxie. La Voie lactée, cette traînée laiteuse que forme la masse des étoiles lointaines. Notre galaxie, c'est un énorme disque formé de milliards d'étoiles. 200 milliards d'étoiles. En fait, toutes les étoiles visibles, y compris notre Soleil. Nous n'en voyons qu'une partie parce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de ce disque. Notre galaxie a 100 000 années-lumière de diamètre. Ça veut dire que la lumière met 100 000 années pour traverser la galaxie. Le disque galactique nous entraîne à une vitesse d'1 million de km/h. Vous vous rendez compte, chaque heure, 1 million de kilomètres. 10 fois plus rapide que la vitesse de la Terre sur son orbite. Comparons la galaxie avec les dimensions de la Terre et du système solaire. Soleil et Terre, depuis leur existence, n'ont fait que 20 fois le tour de la galaxie. On pourrait dire, ils ont 20 ans galactiques. C'est jeune. Notre galaxie est en forme de spirale, parce que les étoiles à l'extérieur du disque restent un peu à la traîne. Au-delà de notre Voie lactée, l'espace s'ouvre sur d'autres galaxies lointaines. Des milliards de galaxies. Elles s'éloignent toutes les unes des autres. En fait, elles s'éloignent toutes d'un point d'origine, de l'explosion originale, du Big Bang, où il y a 12 ou 15 milliards d'années, l'univers aurait pris naissance. En moins d'un millième de seconde, l'explosion du Big Bang a dégagé des énergies énormes, qui encore aujourd'hui régissent l'univers. Ne demandez surtout pas qu'est-ce qu'il y avait dans le temps avant le Big Bang. Il n'y avait rien, parce que le temps a été créé par le Big Bang. Et ne demandez pas non plus qu'est-ce qu'il y avait dans l'espace à côté du Big Bang. Rien, parce que l'espace lui aussi a été créé par le Big Bang. Il n'y avait donc pas d'avant ni d'à côté. Depuis le Big Bang, les galaxies s'éloignent les unes des autres, parce que l'univers est en expansion, comme un ballon qui se gonfle. Tous les points d'un ballon qui se gonfle s'éloignent les uns des autres. De la même manière, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus elles sont loin, plus elles vont vite. Il en résulte une perspective étonnante. De notre point de vue, les galaxies semblent toutes s'éloigner de nous. Nous voyons donc cet univers qui gonfle comme si nous étions, nous, au centre. Ce point de vue est aussi juste, aussi réel que le point de vue de quelqu'un qui regarderait l'univers depuis le Big Bang. En fait, nous voyons l'expansion de l'univers comme si nous en étions le centre. Pourtant, sans le savoir, sans le ressentir, nous faisons partie de cette fuite des galaxies. Nous sommes emportés dans la rotation de la Voie lactée, qui entraîne le Soleil, qui entraîne la Terre et qui nous entraîne. Sommes-nous pour autant d'insignifiants grains de poussière perdus quelque part dans l'univers? Pas nécessairement. Celui qui regarde l'univers en devient le centre, même si ce centre n'est pas un point fixe. Le système solaire tout entier se déplace dans la galaxie. Au cours des millénaires, le Soleil, accompagné de ses 9 planètes, y compris la Terre, se dirige dans la direction de Vega, au-dessus du Scorpion. La Terre, au bout d'un an, n'arrive donc pas au même endroit qu'un an auparavant. Elle suit le mouvement du Soleil à travers la galaxie, et si nous voulons visualiser le chemin parcouru par la Terre, le cercle de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil va s'étirer en une spirale à travers l'espace.
La Terre, comme tout l'univers, progresse dans une autre dimension, le temps. En un an, la Terre dessine son cercle autour du Soleil. D'année en année, Soleil et Terre progressent dans le même temps. Le cercle s'étire en spirale. Cette image du temps ressemble et se confond avec le parcours de la Terre dans l'espace. Une image du temps, comme chaque image, a besoin d'un espace. Par exemple, l'espace de votre écran de télévision en ce moment. Nous sommes ici, encore cette semaine, et nous arriverons au point de l'équinoxe d'automne. Tous les 2 mois, Mercure passe dans sa position la plus décalée du Soleil. C'est là que vous avez les meilleures chances d'apercevoir cette petite planète proche du Soleil, car la plupart du temps, elle est cachée dans son rayonnement. En août 97, cette position favorable de Mercure coïncidait avec un événement extraordinaire. La Lune a fait disparaître Mercure. 400 fois plus éloignée que la Lune, la planète Mercure nous sert de repère pour voir le mouvement très lent de la Lune sur son chemin autour de la Terre. On peut observer comment le mince croissant de Lune semble s'approcher de plus en plus de Mercure. Et tout d'un coup, avant que le croissant ne les rejoigne, Mercure disparaît, comme effacé du ciel. La planète a été cachée par la partie non éclairée de la Lune. En se glissant devant la planète, la Lune nous révèle son mouvement. Au bout d'1 heure, Mercure émerge à droite du croissant. Mais à ce moment-là, Lune et Mercure sont déjà passés sous l'horizon. L'occultation aura pu être observée de la moitié ouest de l'Europe, à l'ouest d'une ligne Londres-Paris-Barcelone. Si vous n'y étiez pas, au moins vous pouvez la voir ici, sur ces images. Cette semaine, c'est l'anniversaire de la première photo de notre planète Terre, prise de l'espace par des astronautes en 1959. Pour la première fois, tout le monde voyait qu'on était réellement à bord d'un vaisseau spatial naviguant dans l'espace. Cela éveilla nos consciences. Tout le monde comprenait qu'il fallait prendre soin de cette Terre, surtout de sa partie la plus fragile, l'atmosphère, cette mince couche de gaz qui enveloppe la Terre. Au cours des milliards d'années, l'atmosphère s'est continuellement modifiée, changeant le climat et les conditions de la vie. L'abondance en oxygène, par exemple, est une évolution toute récente, à peine 400 millions d'années, le dernier dixième de l'existence de la Terre où la vie a pu émerger de l'eau. Sur une durée beaucoup plus modeste de 40 ans, nous nous préoccupons actuellement de l'augmentation du gaz carbonique causée par l'activité humaine. Le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère empêche la chaleur accumulée par la Terre de s'échapper dans l'espace. Cet effet de serre est essentiel à notre survie car il stabilise le climat. Mais trop de gaz carbonique dans l'atmosphère peut renforcer l'effet de serre et réchauffer excessivement l'atmosphère. C'est en évitant cette pollution que nous prendrons le meilleur soin de l'atmosphère, qui nous donne la vie. Cette photo nous a montré pour la première fois que la Terre ressemble effectivement aux représentations des atlas. La grille de méridiens et de parallèles sert à situer chaque endroit sur la Terre. New York se trouve à 41 degrés latitude nord et 74 degrés longitude ouest. Ces deux mesures, celle de la latitude et celle de la longitude, semblent être de la même famille, mais leurs points de départ sont étonnamment différents. La latitude se mesure depuis l'équateur. New York se trouve donc à 41 degrés au nord de l'équateur, une référence naturelle. Pour les longitudes, c'est une autre histoire. New York se trouve à 74 degrés de longitude ouest. À l'ouest de quoi? Du méridien 0, qui est le méridien de Greenwich. Ce méridien n'est pas, comme l'équateur, un point de référence naturel. C'est à Greenwich, près de Londres, que se trouve l'Observatoire royal anglais,
Et pendant des siècles, toutes les cartes marines faisaient référence au méridien de Greenwich, qui est devenu ainsi le méridien zéro international. Ce méridien est donc le point zéro pour la rotation de la Terre dans l'espace. Et un repère de temps, car l'heure de Greenwich est devenue l'heure universelle. Espace et temps se rencontrent. Notre vaisseau spatial Terre est quadrillé par les méridiens et les parallèles qui permettent de situer chaque endroit. 49 degrés latitude nord, 2 degrés longitude est, Paris. 41 degrés nord, 74 ouest, New York. Un bateau en détresse qui signale sa position à 4 degrés sud, 122 degrés ouest, et qu'on retrouve au large des îles Marquises grâce à cette adresse précise. Les mesures que nous utilisons tous les jours, mètres et kilomètres, c'est également la Terre qui nous les a données. 1 kilomètre, c'est par définition le 10 millième de la distance entre l'équateur et le pôle Nord, le quart de la circonférence de la Terre, 10 000 kilomètres. Pour redescendre de l'autre côté jusqu'à l'équateur, c'est encore 10 000 kilomètres. Et de là au pôle Sud, encore 10 000. Et 10 000 pour le dernier quart. 4 fois 10 000, 40 000 kilomètres de longueur pour les méridiens. Ce devrait être également la longueur de l'équateur. Mais la Terre n'est pas une sphère parfaite. Sous l'effet de sa propre rotation, elle s'est aplatie. Les forces centrifuges qui fuient le centre poussent la matière loin du centre et provoquent un renflement au niveau de l'équateur. L'équateur est donc plus éloigné du centre de la Terre que les pôles, et plus long que les méridiens. 132 km de plus. À 180 degrés du méridien de Greenwich, un méridien très particulier se trace à travers l'océan Pacifique, la ligne du changement de date. Aujourd'hui, à midi pile au méridien de Greenwich, c'est vendredi partout sur la Terre. Mais à Honolulu, il est 2 heures du matin le vendredi matin. Alors qu'à Tokyo, il est 22 heures le vendredi soir. 2 heures plus tard, il est minuit à Tokyo. Fini le vendredi, on passe au samedi. Dans la tranche bleu foncé, c'est déjà le samedi. Alors qu'à Honolulu, de l'autre côté de la ligne de date, il est 4 heures du matin et ils ont encore tout le vendredi devant eux. Au fur et à mesure que la Terre tourne, le samedi, en bleu foncé, envahit le globe et réduit le vendredi en bleu clair. Ce soir à minuit, 24 heures, nous aussi nous passerons dans la tranche bleu foncé de samedi, comme Tokyo. Alors qu'à Honolulu, en bleu clair, ce sera encore vendredi après-midi. Puis le samedi s'étendra sur tout le globe. Heureusement que ce méridien de 180 degrés est en plein Pacifique. Les îles, séparées par la ligne de date, sont éloignées les unes des autres. Ainsi, c'est moins gênant d'avoir des voisins qui vivent un jour en avance. Nous sommes ici, environ à mi-chemin entre le solstice d'été, le 21 juin, et l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. Comme chaque année au mois d'août, c'est le moment où l'on voit beaucoup d'étoiles filantes. À cette époque de l'année, la Terre traverse les débris qu'une comète a laissés sur son sillage. La Terre fonce dans cette nuée de poussière. Ce sont de minuscules grains de quelques milligrammes seulement qui s'échauffent et s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Et c'est le feu d'artifice des étoiles filantes. C'est la comète Swift-Tuttle qui est passée par là. Elle s'éloigne jusqu'au-delà de Pluton et revient tous les 130 ans. Elle croise l'orbite de la Terre à l'endroit où la Terre passe chaque mois d'août. La Terre traverse les poussières de comètes comme une voiture les flocons de neige. Pour les voir, il faut regarder en avant. Mais c'est où l'avant? Avec la Terre qui tourne autour de son axe, où est l'avant? Pour regarder dans la direction de la course de la Terre, vous devez toujours avoir le Soleil à votre gauche. À minuit, en regardant vers le sud, vous tournez le dos au Soleil. Pour l'avoir à votre gauche,
Tournez-vous à gauche, vers l'est. Ça y est, là vous regardez en avant, dans la direction des poussières de comètes. Vers minuit, les étoiles filantes devraient apparaître à 3 largeurs de main au-dessus de l'horizon. Mais comme la Terre tourne, plus la nuit avance, plus vous devez regarder vers le sud-est. Et le point d'où viennent les étoiles filantes va monter dans le ciel. C'est le matin que vous en verrez le plus, car le matin, vous regardez directement vers le radiant, le point d'où viennent les étoiles filantes. D'autres comètes passent plus loin de la Terre, comme la célèbre comète Halley, qui revient tous les 76 ans. La comète Hale-Bopp, qui est passée près du Soleil en mars-avril 97, met des millénaires avant de revenir. Peut-être est-elle déjà passée il y a 3000 ans. On le saura dans 3000 ans, si elle revient. Mais il y a parfois des comètes qui se font piéger, comme la célèbre petite comète Schumacher-Levy, qui en 1994 était passée trop près de Jupiter. Elle a été capturée par les énormes forces d'attraction de Jupiter et s'est mise à tourner autour de la planète géante sur une orbite qui la faisait passer de plus en plus près. Le tiraillement des forces gravitationnelles finit par faire éclater le noyau de la comète. Un tour d'orbite plus tard, ces fragments s'écrasèrent les uns après les autres sur l'épaisse atmosphère gazeuse de Jupiter. Et nous, sur la Terre, est-ce qu'on risque une pareille collision? C'est très peu probable, mais à son prochain passage, Swift-Tuttle nous croisera de près. Au dernier passage de Swift-Tuttle, les astronomes avaient calculé et prédit son retour pour 1984. Mais les comètes ne sont pas fiables. Réchauffées par le Soleil, elles éjectent des masses de gaz et de poussière, et cela modifie leur trajectoire et bien entendu le moment exact de leur retour. Swift-Tuttle nous est arrivé avec 8 années de retard, en novembre 1992. La comète a croisé notre trajectoire alors que nous étions ici, loin de la trajectoire de la comète. Ce lieu de croisement, la Terre y passe chaque année le 12 août. Mais attention, le prochain rendez-vous de la comète est prévu pour un 14 août. Ce sera en 2126. La Terre passera cette espèce de carrefour, comme chaque année, le 12 août, 2 jours avant la comète. Si la comète arrive comme prévu le 14, tout va bien. On sera passé avant la comète. Mais si elle a 2 ou 3 jours d'avance, vos arrière-arrière-petits-enfants risquent une rencontre très serrée. À la prochaine pleine lune, regardez comme elle se lève à l'est quand le soleil se couche à l'ouest. 1 ou 2 heures après le coucher du soleil, la pleine lune est si lumineuse qu'autour d'elle on ne voit plus d'astres, sauf Jupiter, la planète la plus grande du système. Grâce à sa brillance, Jupiter reste visible même quand il apparaît en conjonction avec la pleine lune. Bien que ces 2 astres apparaissent côte à côte, n'oubliez pas que Jupiter est 1500 fois plus éloigné. Une telle conjonction nous montre bien la chorégraphie du ballet planétaire. La Terre avance sur son orbite 12 fois plus vite que Jupiter. Pour un tour complet du Soleil, la Terre met 1 an. Jupiter, 12 ans. La Terre peu à peu rattrape Jupiter et se glisse entre Jupiter et le Soleil. Dans cette position, Jupiter est en face du Soleil, en opposition. Vu de la Terre, Jupiter se trouve du côté opposé au Soleil. Revoyons tout ça avec la Lune, qui chaque mois fait le tour de la Terre. Quand elle rejoint la ligne Terre-Jupiter, elle est en conjonction avec Jupiter. Et vous pouvez voir la Lune et Jupiter traverser le ciel côte à côte. Nous sommes ici. Dans 1 mois, nous atteindrons la station équinoxe, le début de l'automne.
Comment la Lune agit-elle sur les marées? Chaque mois, les plus fortes marées sont déclenchées quand Lune, Terre, Soleil sont alignés, comme par exemple à la nouvelle Lune. Lors de ces alignements, les forces d'attraction de la Lune et du Soleil agissent dans la même direction, s'additionnent et provoquent les plus grandes marées de chaque mois. Quant aux plus grandes marées de l'année, elles se produisent normalement à l'époque des équinoxes, car à ce moment-là, les forces centrifuges de la Terre s'ajoutent à la force d'attraction du Soleil et agissent plus fort sur les masses d'eau des océans. Il y a pourtant des années où la plus forte marée ne se produit pas à l'équinoxe, mais à la pleine lune d'un autre mois, du mois d'août par exemple. À cause d'un facteur que l'on oublie souvent, la distance de la Lune. L'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est loin, parfois elle est proche. Plus elle est proche, plus la marée est forte. Si le jour de la pleine lune du mois d'août coïncide avec le jour où la Lune est le plus proche, c'est cette pleine lune-là qui déclenchera les plus fortes marées de l'année, plus fortes encore que les marées d'équinoxe. Les soirs d'été, d'année en année, la grande planète Jupiter se lève de plus en plus tard, en l'an 2000 après minuit. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est entourée de 2 anneaux très minces et de 16 satellites. Avec des jumelles, vous pouvez voir les 4 plus grands, les 4 lunes galiléennes, découvertes par Galilée. Quand Jupiter se lève à l'horizon, les 4 satellites se présentent en ligne montante, puis ils basculent en ligne descendante. C'est que nous regardons depuis la Terre qui tourne. La Terre, les planètes, Jupiter et ses satellites sont tous situés dans le même plan. Mais comme la Terre tourne, notre poste d'observation change d'inclinaison d'heure en heure. Les 4 satellites, parce qu'ils sont alignés, nous le montrent encore mieux. Tant que Jupiter se trouve devant la constellation du Capricorne, on peut le voir tout l'été. Au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, vous verrez Jupiter tous les soirs, à la même heure, 1 degré plus à droite. Jupiter glisse chaque semaine une largeur de main vers la droite, vers l'ouest. Et tous les soirs, vous pouvez suivre le balai des 4 grands satellites galiléens. Ils tournent tellement vite autour de Jupiter que tous les soirs, ils changent de position. Et certains soirs, on peut voir Ganymède s'éclipser derrière Jupiter. C'est en observant les éclipses des satellites de Jupiter qu'au XVIIe siècle, l'astronome danois Olaus Rømer a découvert la vitesse de la lumière. Rømer observait la disparition des satellites derrière Jupiter. Il regardait le satellite s'approcher et notait à la minute près sa disparition. Quelques mois plus tard, il observe le même phénomène et constate un retard de 8 minutes. Quelques mois plus tard encore, une avance de 8 minutes. Rømer est perplexe. Puis il comprend. La Terre, sur son orbite, s'est éloignée de Jupiter. La lumière qui arrive de Jupiter met 8 minutes de plus. Le satellite semble être en retard. Quelques mois plus tard, quand la Terre est plus proche, la lumière met moins de temps. L'image de Jupiter et de son satellite nous arrive en avance. Rømer avait découvert que la lumière n'est pas instantanée, qu'elle met du temps pour voyager. Avec vos jumelles, ne ratez pas les 4 grands satellites de Jupiter. Ils sont déployés au plus large, sauf Io qui est très près de la planète. Io, le satellite le plus proche de Jupiter, tourne autour de la grande planète en moins de 2 jours, alors que notre Lune met 28 jours pour faire le tour de la Terre. Io est l'astre le plus coloré du système solaire. Il est le seul astre, en dehors de la Terre, où on a pu voir des éruptions volcaniques.
C'est le soufre éjecté par les volcans qui prend des couleurs différentes lorsqu'il se refroidit sur la surface de Io, où il fait 140 degrés en dessous de zéro. Les gaz et les poussières éjectés par ces volcans sont éparpillés sur la trajectoire du satellite. Chargées d'électricité, ces particules modifient le rayonnement des ondes radio que Jupiter émet dans l'espace. En observant les 4 grands satellites de Jupiter, vous pouvez aussi n'en voir que 3. Io et Europe, à gauche de Jupiter, sont l'un derrière l'autre. On les distingue à peine. Avec ses 16 satellites et ses anneaux, Jupiter ressemble à un mini-système solaire. Son influence s'étend bien plus loin. À 800 millions de kilomètres à droite et à gauche de Jupiter, son orbite est peuplée par 2 groupes de petits astres, les Troyens. Ces 2 groupes d'astéroïdes flottent dans l'espace à des endroits bien précis, là où il y a un équilibre entre les forces gravitationnelles. Les Troyens forment avec Jupiter et le Soleil des triangles parfaits qui tournent autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter, en 12 ans, 12 fois plus lentement que la Terre. Au cours de votre vie, cette grande planète brillante fera 6 ou 7 fois le tour du Soleil. Quand vous voyez Jupiter briller dans le ciel, pensez-y. Nous sommes ici. Nous parcourons en ce moment l'étape qui nous mène à l'équinoxe d'automne, que nous atteindrons dans moins d'1 mois. La Terre nous fournit la mesure du temps. Un jour, c'est une rotation complète de la Terre autour de son axe. Un an, c'est la durée du voyage de la Terre autour du Soleil. L'année a 365 jours. Mais 365, c'est un trop grand chiffre pour compter les jours. Surtout pour nos ancêtres qui émergeaient tout juste des cavernes et prenaient conscience du temps qui passe. Il leur fallait un calendrier simple et évident. La Lune a fourni aux hommes une mesure de temps qui, depuis des millénaires, régit notre vie de tous les jours. La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours, en 4 quartiers de 7 jours, 4 semaines. C'est le seul astre qui change d'aspect de jour en jour. Nos ancêtres, avant même de savoir lire ou écrire, pouvaient suivre facilement ce calendrier céleste. En 1 semaine, la nouvelle lune devient demi-lune. 1 semaine encore pour que la demi-lune devienne pleine lune. 1 semaine jusqu'à la demi-lune décroissante. Et une 4e semaine pour le dernier quartier qui finit par la nouvelle lune. C'est de là que vient la semaine de 7 jours. Une lunaison de 28 jours divisée par les 4 quartiers, égale à 4 semaines de 7 jours, dont le premier a pris le nom de la lune, lundi. En latin, lune die, le jour de la lune. La Terre nous donne aussi la mesure de l'espace. 1 kilomètre, c'est le 10 millième de la distance du pôle Nord à l'équateur. Le kilomètre qui nous donne une bonne image de la distance entre 2 villes ou 2 continents n'est plus un outil valable pour mesurer le système solaire, et encore moins pour mesurer la distance des étoiles. Ces distances-là, on les mesure en années-lumière. La lumière parcourt 300 000 km en 1 seconde. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en 1 an. Ça fait 9 millions de kilomètres. C'est un 9 avec 12 zéros. Oublions les kilomètres et mesurons en années-lumière. L'étoile polaire se trouve à 460 années-lumière. La lumière a mis 460 ans pour faire le trajet de l'étoile polaire jusqu'à vos yeux. Pour mesurer une distance dans l'espace, la distance Terre-étoile polaire, nous utilisons une mesure de temps, le temps que la lumière met pour parcourir cette distance. La Terre nous fournit aussi une autre base de mesure, très grande et très utile,
le diamètre de son orbite, 300 millions de kilomètres. Cette base permet de mesurer la distance des étoiles les plus proches. Ce soir, visons l'étoile Sirius, devant les étoiles plus lointaines. Dans 6 mois, la Terre nous aura amenés à l'autre bout de son orbite. De cet endroit, visons de nouveau l'étoile Sirius. Elle se trouve maintenant décalée par rapport au fond stellaire éloigné. L'angle nous donne la distance de cette étoile. 8 années-lumière, c'est le principe de la parallaxe, l'angle entre les axes. En visant cette autre étoile, Murzine, et en la visant 6 mois plus tard, nous voyons un angle plus petit. Murzine est plus éloigné, 150 années-lumière. Avec les repères que la Terre nous donne en se déplaçant sur son orbite, on peut mesurer la distance des étoiles. Et à leur tour, les étoiles nous servent de repères pour mesurer le déplacement des planètes. Jupiter, devant la constellation du Capricorne, à droite, glissera en 2 ans vers les Poissons, à gauche. Les groupes d'étoiles, les constellations qui se trouvent derrière les planètes, forment le zodiaque. Comme la Terre avance sur son orbite, le Soleil, lui aussi, apparaît successivement dans des secteurs différents du zodiaque. En ce moment, il est devant la constellation du Lion. Le Soleil en Lion, fin août, et d'après l'horoscope, il devrait être en Vierge. Il ne faut pas confondre les constellations avec les signes astrologiques. Les astrologues divisent le zodiaque en 12 secteurs égaux de 30 degrés chacun, alors que les constellations, les groupes d'étoiles, ont des largeurs très différentes. Le Lion occupe un secteur de 35 degrés. Le secteur du Cancer n'est que de 9 degrés. De plus, au cours des millénaires, les signes astrologiques, dont la tradition remonte à l'Antiquité, se sont décalés par rapport aux constellations. Le signe du Lion glisse à droite et ne correspond plus à la constellation du Lion. C'est le signe de la Vierge qui lui correspond. Résultat, aujourd'hui, pour les astrologues, le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, alors que les astronomes le voient devant la constellation du Lion. À vous de faire la différence. Nous mélangeons constamment les mesures de temps et d'espace. Votre montre vous indique l'heure par les aiguilles qui tournent sur le cadran et qui en fait représentent la position du Soleil dans l'espace. Votre montre, finalement, pour vous indiquer le temps, se sert de l'espace. Alors le temps, c'est quoi? C'est l'usure du bracelet de la montre. C'est le vieillissement de celui qui regarde l'heure. Un jour, un tour complet de la Terre. Est-ce du temps ou de l'espace? L'année-lumière, est-ce une distance dans l'espace ou une durée dans le temps? Nous avons du mal à saisir le temps, car c'est une 4e dimension qui nous échappe. Imaginons une grande planète sur laquelle vivent des êtres à 2 dimensions, comme découpés dans du papier. Ils ne peuvent pas s'imaginer une planète, une sphère en 3 dimensions, puisqu'ils n'en ont que 2. Ils ont appris, comme nous, que la somme des angles d'un triangle est toujours 180 degrés. En fait, si le triangle est situé sur une sphère, il peut avoir plus de 180 degrés. Mais ça, nos amis plats ne peuvent pas le comprendre. Ils sont plats. Et dans un monde plat, il n'y a que des triangles à 180 degrés. Jusqu'au jour où ils dessinent des triangles de plus en plus grands. Et un jour, ils découvrent qu'un triangle très très grand fait plus de 180 degrés, parce qu'il est sur une sphère. Mais cette 3e dimension de la sphère, ils ne peuvent pas l'imaginer. Alors ils échafaudent des théories philosophiques pour concilier leur univers en 2 dimensions avec ce mystère de la 3e dimension qu'ils commencent à découvrir. Nous aussi, en explorant l'univers, nous sentons qu'il doit exister quelque chose comme une 4e dimension. Le temps. Un jour, peut-être, nous comprendrons. Nous sommes ici et nous atteindrons la station équinoxe dans un peu plus de 2 semaines. Quand la Lune rejoint l'axe Terre-Soleil, c'est la nouvelle Lune et 2 fois par an, cet alignement peut provoquer une éclipse solaire.
La Lune a une ombre qui se projette dans l'espace et qui chaque mois passe au ras de la Terre, juste au-dessus ou en dessous. L'ombre de la Lune ne touche pas la Terre, car la Lune tourne sur une orbite légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. L'ombre de la Lune passe donc au-dessus ou en dessous de la Terre. Mais 2 fois par an, la Lune arrive à une position qui permet un alignement parfait Soleil, Lune, Terre. L'ombre de la Lune frappe la Terre, cache le Soleil, c'est l'éclipse solaire. En pleine journée, on peut voir les étoiles et les planètes. Pour que l'ombre de la Lune tombe pile sur la Terre, il faut que la Lune se place exactement dans l'axe Terre-Soleil. La Lune doit passer au point qu'on appelle le nœud, ni trop tôt, ni trop tard. Si la Lune est légèrement en retard, elle ne couvre le Soleil que partiellement. C'est une éclipse partielle. L'ombre de la Lune ne fait que frôler le pôle sud de la Terre. Et tout ça peut se produire vers minuit, donc visible seulement aux antipodes, en Australie. Heureusement, vous pouvez la voir ici. C'est une éclipse totale qui a permis de vérifier la célèbre théorie de la relativité d'Albert Einstein. En réfléchissant sur l'univers, Einstein a conclu qu'un corps aussi massif que le Soleil creuse comme un trou dans l'espace-temps. Et ce trou devrait, théoriquement, dévier la lumière. Comme au golf, où le trou dévie la balle. Lors d'une éclipse totale en 1919, l'étoile Taurus Beta se trouvait presque dans le même axe que le Soleil, un peu à droite, mais bien entendu infiniment plus loin. On attendait l'étoile ici, mais elle apparaissait là, décalée du Soleil. La lumière qui nous parvient de l'étoile passe près du Soleil, mais la masse du Soleil fait dévier cette lumière de sa ligne droite en ligne courbe. Nous voyons l'étoile à droite, alors qu'en réalité, elle se trouve à gauche, plus près du Soleil. L'énorme masse du Soleil fait effectivement dévier la lumière. Et quand ce n'est pas le Soleil, mais des galaxies entières qui creusent des trous dans l'espace-temps, ces trous peuvent devenir comme des gouffres sans fond qui engloutissent tout, y compris la lumière. C'est pour cela qu'on les appelle les trous noirs. La Lune tourne autour de la Terre sur une orbite légèrement inclinée. 5 fois, son ombre passe au-dessus ou en dessous de la Terre. La 6e fois, la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Son ombre tombe sur la Terre. À chaque 6e tour de la Lune, donc tous les 6 mois, il y a quelque part sur la Terre une éclipse du Soleil. Mais la zone où l'éclipse est totale n'est qu'un étroit ruban de 200 km. Il faut donc beaucoup de chance pour être au bon endroit, au bon moment. Mais 2 semaines avant ou après une éclipse solaire, vous pouvez voir une éclipse de la Lune. C'est plus facile. La Lune, qui était dans l'alignement Soleil-Terre, retrouve 2 semaines plus tard le même alignement du côté opposé au Soleil. La Lune plonge dans l'énorme cône d'ombre de la Terre, c'est l'éclipse lunaire. La Terre est 4 fois plus grande que la Lune. Son ombre est 4 fois plus large. Toute la Lune est immergée dans cette ombre et la Lune met 2 heures pour la traverser. Tous ceux qui sont côté nuit de la Terre peuvent donc voir l'éclipse lunaire. La Lune peut nous aider à repérer les planètes. En septembre 97, exceptionnellement, toutes les planètes étaient réunies dans le ciel du soir. La Lune nous a emmenés faire le grand tour des planètes, en passant de soir en soir d'une planète à l'autre. D'abord Vénus, puis la Lune passe à droite de Mars. Le lendemain, elle dépasse Mars. Un jour plus tard, grossie en demi-lune, elle passe au-dessous de Pluton, invisible sans télescope, mais que nous vous montrerons ici. Puis la Lune passe dans l'axe de Neptune et Uranus, pour arriver 2 jours avant la pleine Lune à sa conjonction avec Jupiter. Durant ces 10 jours, la Lune parcourt le tiers de son orbite autour de la Terre. En visant la Lune, vous pouvez situer les différentes planètes qui se trouvent dans la même direction, mais des milliers de fois plus éloignées que la Lune. Vénus,
Mars, Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, et 4 jours plus tard, Saturne. La Lune, en rencontrant les différentes planètes, vous révèle la géographie du système solaire, en commençant par Vénus. Vénus est notre voisine la plus proche, la planète qui tous les ans se rapproche le plus de nous, à 40 millions de kilomètres, le quart seulement de la distance Terre-Soleil. Vénus est notre planète sœur, elle est de la même taille que la Terre. La moitié de la Terre est recouverte de nuages. Vénus est totalement enveloppée par une épaisse couche de nuages blancs qui nous cache le sol vénusien en permanence. Les radars de sondes spatiales nous ont permis de visualiser ce qu'il y avait sous ces nuages. Un sol accidenté, des montagnes de 10 000 mètres d'altitude, des volcans, pas d'eau, un environnement hostile très chaud, 480 degrés, une atmosphère très dense, composée de gaz carbonique, qui exerce une pression 100 fois plus grande que l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère de Vénus tourne rapidement et provoque des vents de 300 km/h. Sous les nuages, Vénus tourne très très lentement et en sens inverse. Puis la Lune est passée de Vénus vers Mars. C'est un voyage réel. Vous avez réellement parcouru depuis le début de l'année 650 millions de kilomètres. Nous sommes ici. Nous nous approchons de l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. En automne 97, les planètes étaient toutes réunies de manière exceptionnelle. En visant la Lune, on pouvait repérer d'un soir à l'autre une autre planète. La Lune était d'abord en conjonction avec Vénus, puis elle est passée devant Mars, et ensuite devant Pluton, la planète la plus lointaine du système solaire, la plus excentrique, la plus petite que notre Lune. On ne peut voir Pluton qu'avec un télescope très puissant. Pluton a un satellite, Charon, qui mesure la moitié de Pluton. Ils forment ainsi une planète double. On se demande si l'on peut considérer Pluton comme une planète. Peut-être est-ce un ancien satellite de Neptune qui se serait échappé de son emprise pour se mettre en orbite à son propre compte autour du Soleil. Une lune qui serait devenue planète. Ou bien Pluton serait un ancien astéroïde. Alors que les planètes géantes attiraient des astéroïdes pour s'agrandir à leurs dépens, Pluton aurait pu être éjecté vers l'extérieur des planètes, ce qui expliquerait son orbite désordonnée. Parmi les planètes, Pluton est un cas à part. Alors que la Lune apparaissait juste au-dessus des autres planètes, elle passe bien en dessous de Pluton. Car l'orbite de Pluton est très inclinée. Et aussi très excentrique, au point de couper l'orbite de sa voisine, Neptune. En ce moment, Pluton, la petite planète à droite, circule à l'intérieur de l'orbite de Neptune, la planète bleue, en haut à gauche. Ce n'est donc pas Pluton, mais Neptune qui actuellement est la planète la plus éloignée du Soleil. Dès l'an 2000, Pluton croisera de nouveau l'orbite de Neptune et l'ordre normal sera rétabli pour les 2 siècles à venir. Pluton et Neptune risquent-ils de se percuter ? Neptune est une grande planète, 4 fois plus grande que la Terre. Mais Pluton a survécu, car elle est en résonance avec Neptune. Leurs mouvements s'accordent de manière à les tenir toujours à distance. Tous les 500 ans, Neptune dépasse Pluton, mais à ce moment-là, Pluton se trouve toujours suffisamment éloigné de Neptune. Le destin des astres est lié à l'équilibre subtil de la mécanique céleste. Mais on ignore si un jour, Pluton, petite planète excentrique, déviera sur une nouvelle orbite imprévisible. Après être passé devant Pluton, la Lune se dirige vers Neptune. Neptune est une grande planète, 4 fois plus grande que la Terre. Elle est accompagnée de 2 satellites, Triton, proche de Neptune, et Néréide, qui circulent sur des orbites étrangement inclinées.
Néréide a l'orbite la plus excentrique de tous les satellites du système solaire. Triton tourne en sens inverse sur une orbite qui se rétrécit et qui va bientôt, dans 100 millions d'années, se rapprocher fatalement de Neptune. Triton sera désintégré en morceaux qui rejoindront les anneaux de Neptune ou s'écraseront sur la planète. Nous sommes loin de la vision médiévale d'un univers symétrique, fait de sphères et de cercles parfaits et immuables. Puis la Lune, dans son périple, s'approche de son alignement avec Uranus. Uranus est 2 fois plus éloigné du Soleil que Saturne. 20 fois plus éloigné du Soleil que nous. À cette distance, Uranus se distingue à peine des étoiles qui l'entourent. Uranus apparaît donc comme une petite étoile. Sur les cartes du ciel du XVIIIe siècle, cet astre était indiqué comme une étoile de la constellation du Taureau. En 1781, un astronome amateur, William Herschel, en observant la constellation des Gémeaux, remarqua un astre qui normalement ne devait pas s'y trouver. En continuant ses observations, il constata que l'astre se déplaçait très lentement dans le même plan que les planètes et qu'il venait précisément de la constellation du Taureau. Cette petite étoile était en fait une planète. Herschel avait découvert Uranus. On a mis des siècles pour découvrir qu'Uranus n'était pas une étoile fixe, mais une planète qui bouge. Et encore des siècles pour découvrir qu'Uranus est la seule planète du système solaire dont l'axe est couché sur son orbite. Parfois Uranus roule en avant comme un ballon, puis de l'autre côté de son orbite, elle avance à reculons. Uranus met 84 ans pour faire un tour complet du Soleil. Avec son axe couché et toujours orienté du même côté, les jours sur Uranus durent 42 ans et les nuits 42 ans. Et les saisons également, 42 ans d'été et 42 ans d'hiver. Les étoiles rayonnent de la lumière. Uranus est une planète, elle ne rayonne pas. Elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Vu d'Uranus, le Soleil est 20 fois moins lumineux. La lumière qu'elle nous renvoie est donc très faible. Et d'Uranus, comment voit-on la Terre? Pas du tout. Trop près du Soleil, la Terre disparaît dans son rayonnement. En progressant sur son orbite autour de la Terre, la Lune nous présente tous les soirs une partie plus grande de sa moitié éclairée par le Soleil. Elle reflète de plus en plus de lumière vers la Terre. Le clair de lune augmente de soir en soir. La pleine lune est 20 fois plus lumineuse que le premier petit croissant. Autour de la pleine lune, on ne voit plus d'étoiles. Le seul astre qui reste visible à proximité de la Lune, c'est Jupiter, la plus grande des planètes. C'est ce qui arrive quand la Lune est en conjonction avec Jupiter. Mais parfois, la Lune, en progressant sur son orbite, avant d'arriver à son alignement avec Saturne, rencontre quelque chose. Comme une ombre. Et oui, c'est l'ombre de la Terre qui se projette dans l'espace. Tous les mois, la Lune passe dans ce secteur. 5 mois sur 6, elle passe au-dessus de cet énorme cône d'ombre, ou en dessous. Mais tous les 6 mois, la Lune traverse l'ombre de la Terre. C'est l'éclipse lunaire. Vous la verrez sur votre écran la semaine prochaine. Bientôt, la Terre arrivera au point équinoxe, le début de l'automne. Aujourd'hui, nous devrions déjà être arrivés à cette station. La Terre a pris du retard. Elle a mis plus de temps pour parcourir cette moitié été de son orbite, en jaune, que cette moitié hiver, en bleu. Vérifiez sur votre calendrier. De l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, il y a 179 jours. De l'équinoxe de printemps jusqu'à l'équinoxe d'automne, il y a 186 jours. La Terre met 7 jours de plus pour cette moitié été.
Pourquoi? Parce que l'orbite de la Terre est très légèrement déformée en ellipse. Les planètes, quand elles sont proches du Soleil, tournent plus vite que quand elles sont loin. Comme le caillou qu'on fait tourner au bout d'une ficelle. Il tourne lentement quand la ficelle est longue et s'accélère quand la ficelle se raccourcit. En juillet, la Terre est au plus loin du Soleil. Elle ralentit sa marche. En janvier, elle est au plus près. Elle accélère. C'est la loi de Kepler. Depuis le XVIIe siècle, elle sert à calculer les mouvements des planètes, les trajectoires des vaisseaux spatiaux et aussi le calendrier de votre vie quotidienne. Quand Soleil, Lune, Terre sont bien alignés, l'ombre de la Lune frappe la Terre. C'est l'éclipse du Soleil. En 2 semaines, la Lune parcourt la moitié de son orbite autour de la Terre et elle se place exactement en face du Soleil. Elle prend la lumière du Soleil en pleine face. C'est la pleine Lune. La Terre projette son ombre dans l'espace et traîne avec elle cet énorme pilier de 12 000 km de large. Chaque soir, quand le Soleil se couche, nous entrons dans cette ombre de la Terre et nous y passons la nuit. 2 semaines avant ou après l'éclipse solaire, l'ombre de la Terre se projette sur la pleine Lune et l'obscurcit. C'est l'éclipse lunaire et nous pouvons enfin voir l'ombre de la Terre. Pendant l'éclipse, la Lune prend des couleurs. Ce sont les rayons du Soleil qui, avant d'arriver sur la Lune, frôlent la Terre et traversent l'atmosphère qui absorbe toutes les couleurs sauf le rouge, comme au coucher du Soleil. Les rayons qui font rougir la Lune sont en quelque sorte des rayons de soleil couchant. Parfois, quand la pleine Lune se lève, elle est déjà éclipsée par l'ombre de la Terre et colorée par les rayons du soleil couchant. Pourquoi est-ce justement le soir de la pleine Lune qu'il y a éclipse? La Lune tourne autour de la Terre en 4 semaines. Pendant tout ce temps, l'ombre de la Terre, du côté opposé au Soleil, se perd dans l'espace, invisible. On oublie même que la Terre a une ombre. Quand la Lune se trouve en face du Soleil, nous voyons toute la moitié de la Lune éclairée par le Soleil. C'est la pleine Lune. C'est ici, également en face du Soleil, que se trouve l'ombre de la Terre. C'est donc forcément la pleine Lune en face du Soleil qui va traverser cette ombre. Le Soleil est plus grand que la Terre. Cela donne une zone d'ombre entourée d'un anneau de pénombre. La Lune entre d'abord dans la pénombre. Puis en 2 ou 3 heures, elle est presque entièrement couverte par l'ombre de la Terre. Ensuite, elle retrouve la pénombre et quelques heures plus tard, le spectacle est terminé. Pour achever le grand tour planétaire commencé la semaine dernière, voici ce qui se passe quand la Lune s'aligne avec Saturne. La veille de l'alignement, la Lune est à 4 doigts à droite de Saturne. Les 2 astres traversent le ciel côte à côte. Pendant la nuit, la Lune, qui avance sur son orbite autour de la Terre, semble se rapprocher encore de Saturne. À l'aube du lendemain matin, la Lune n'est plus qu'à 2 doigts de Saturne. La différence de 2 doigts entre le soir et le lendemain matin, c'est la distance que la Lune a parcourue sur son orbite pendant la nuit, 30 000 km. Vous pouvez les voir au bout de vos 2 doigts. La Lune tourne autour de la Terre pendant que la Terre avance sur son orbite. Mais la trajectoire de la Lune s'étire en longueur car la Terre avance très vite. Cette nuit, pendant que la Lune a fait ses 30 000 km autour de la Terre en a fait presque 1 million sur son orbite, en emportant la Lune avec elle. La force d'attraction de la Lune attire l'eau des océans. Si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent chaque mois les marées les plus fortes. Pourquoi les marées d'équinoxe sont-elles plus fortes que les autres? En plus de l'influence de la Lune, des forces centrifuges sont générées par la rotation de la Terre. Ces forces qui fuient le centre de la Terre
agissent sur les océans et contribuent aux marées. Les plus grandes forces sont à l'équateur, là où la Terre tourne le plus vite. En été, l'équateur est orienté en dessous du plan du Soleil. En été, les forces centrifuges n'agissent donc pas dans la même direction que les forces d'attraction du Soleil. En hiver, l'équateur est orienté au-dessus du plan du Soleil. En hiver non plus, les forces n'agissent pas dans la même direction. Par contre, au moment des équinoxes, de printemps et d'automne, le Soleil est à la verticale de l'équateur. À l'équinoxe, les forces centrifuges et les forces d'attraction du Soleil agissent dans la même direction, se conjuguent et s'additionnent. Voilà pourquoi les marées d'équinoxe sont plus fortes que les autres.